et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous, alors l'introduction du jour va être un petit peu longue mais croyez-moi c'est nécessaire. D'abord un petit disclaimer. Il y a aujourd'hui des parcs, notamment en France, qui sont là pour accueillir les animaux maltraités ou victimes du trafic, les soigner, en prendre soin, et soit les réintroduire dans la nature quand c'est possible, soit les transférer dans des parcs dans leur pays d'origine pour leur offrir une belle retraite. Soyons d'accord, ces parcs-là sont totalement différents des zoos classiques ou des parcs dont on risque de parler dans cet épisode. Aujourd'hui, faisons preuve d'un peu d'honnêteté. Qui parmi nous a déjà mis les pieds dans un zoo ? Et qui parmi nous a déjà mis les pieds dans un zoo en sachant que les animaux ne pouvaient pas y être pleinement heureux ? Qui parmi nous est allé visiter un zoo et s'est dit « En même temps, ils ne pourraient pas survivre dans la nature » ? Ou encore « De toute façon, c'est le seul moyen de faire découvrir ces animaux à mes enfants ». Aujourd'hui, je reçois Wendy, qui gère le Mekong Elephant Park. Son témoignage est empreint de bienveillance, d'enthousiasme, de détermination et d'espoir. Elle a énormément de choses à transmettre. Attention cependant, elle risque bien de bouleverser votre vision du voyage et du tourisme animalier. Comme d'habitude, vous retrouvez son site et tous ses réseaux sociaux dans la description du podcast. Vous êtes prêts ? Décollage pour Phak Ben, au nord du Laos. Bonjour Wendy et merci d'accepter d'échanger avec moi sur cet épisode d'Espérance. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir parce que tu as énormément de choses à nous apprendre et à nous raconter. Donc dans un premier temps, je vais d'abord te laisser te présenter comme tu le souhaites à nos auditeurs. Bonjour Marion, comme tu l'as dit, je m'appelle Wendy. Moi, je suis en charge du Mekong Elephant Park depuis environ 2 ans. On est situé à Phak Ben, on est dans le nord du Laos. On est à mi-chemin entre la frontière thaïlandaise et Luang Prabang. Et pour venir nous voir, il faut venir en bateau sur le Mekong. Donc le Mekong Elephant Park, c'est un projet éco-responsable en pleine nature, dans la jungle, où on offre une retraite bien méritée ou tout simplement une vie normale d'éléphants à des éléphants qui travaillent soit dans l'industrie forestière, soit dans le tourisme de masse. Super, un gros projet à l'international. Donc j'avais un petit peu teasé les auditeurs la semaine passée pour savoir où tu étais. Donc voilà, au Laos. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et puis pourquoi ce choix de vie auprès des éléphants ? Alors après mon bac, moi j'ai fait un IUT, mais en parallèle de mon IUT, j'ai toujours travaillé chez un vétérinaire. J'ai toujours été une passionnée d'animaux et particulièrement d'éléphants. Mais des études de vétérinaire, ça me correspondait pas vraiment. C'est des études longues qu'il fallait faire en France. Moi, je rêvais de voyage. Et donc, après mon IUT, j'ai intégré Schema qui m'a permis de faire presque toutes mes années d'études et mes stages à l'étranger, en Asie, d'ailleurs un continent que j'ai pu quitter par la suite. Et puis, quand j'ai voulu m'investir dans la sauvegarde des éléphants, forcément, je me suis tournée vers l'Afrique. J'ai commencé à chercher en Afrique. Et puis, j'ai eu la proposition qui permettait donc de m'impliquer dans la sauvegarde des éléphants, d'être au Laos avec carte blanche totale sur mon projet. Donc, je suis arrivée immédiatement. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ouais, c'est trop beau, c'est génial. Alors, on va parler de pas mal de choses justement autour de ce projet, de tout ce que tu fais. Dans un premier temps, donc c'est un projet qui est donc touristique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le tourisme durable ou le tourisme responsable, je ne sais pas comment tu l'appelles, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'important ? Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à vouloir voyager. Malheureusement, ça peut un peu biaiser les échanges
et l'aventure qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que nous, le parc, il a vraiment été créé pour favoriser un tourisme durable et responsable. Donc déjà, on a un parc à taille humaine, à échelle humaine, c'est important pour nous, hein, avec l'idée de soutenir une espèce menacée, les éléphants, tout en participant, vraiment c'est très important, au développement de l'économie et de la vie sociale locale. Nous, Pac Ben, c'est une ville assez pauvre, on est assez reculé en plus dans le nord du Laos, et donc il est important pour nous d'avoir un impact positif sur la population locale. De toute façon, pour avoir un beau projet sur le long terme, ça n'est pas possible sans impliquer les locaux. C'est leur pays, c'est leur avenir. Donc c'est important. Je pense que tous les gens qui ont découvert notre parc et notre projet sont repartis conquis, j'espère, parce que non seulement bien sûr les éléphants sont bien traités, mais il y a aussi une ambiance qui est excellente entre nous. Il n'y a pas une seule journée où je rigole pas au travail. Et ce qui permet aux visiteurs, mais surtout d'échanger et de partager avec le staff, avec les employés du parc, de comprendre un petit peu plus, et tout ça en limitant l'impact environnemental. On n'utilise que de l'énergie renouvelable, le plastique est interdit, on n'utilise que des matériaux qu'on trouve sur place. Donc pour moi, voilà, le tourisme durable va être une découverte entre respecter les locaux, une cause, un projet, tout en respectant bien sûr l'environnement. C'est un gros enjeu aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la grosse différence, j'ai l'impression déjà entre ce que vous faites et d'autres parcs qui existent, et je crois que c'est mis en avant sur votre site, c'est que c'est aux touristes d'aller à la rencontre des éléphants et c'est pas aux éléphants d'être là à disposition pour que les touristes puissent les voir. Donc, c'est vraiment un bel angle d'attaque pour ce genre de projet. Donc, tu as un petit peu répondu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fondements ou les valeurs que vous défendez au sein du parc? Alors, nos valeurs, elles vont être autour de 3 axes principaux, forcément, qui reprennent un peu ceux de l'axe du tourisme responsable et du tourisme durable. Bien sûr, le plus important, le bien-être animal. Pour nous, ça passe par un environnement naturel, un animal qui doit vivre dans sa forêt, avec un comportement naturel, marcher c'est naturel, et bien sûr, une alimentation naturelle. On est sur un animal qui doit se nourrir par lui-même, qui doit chercher sa nourriture. C'est important pour nous. Il ne faut pas oublier les humains derrière. Pour nous, il est très important de pouvoir offrir une alternative économique et sociale aux cornacs, à ceux qui s'occupent des éléphants. Si vous leur proposez pas d'alternative, bien sûr qu'ils vont continuer à se tourner vers le travail en forêt. Donc, bien sûr, on va offrir une nouvelle vie aux éléphants, mais également aux cornacs. Pour les deux, c'est une vie beaucoup plus agréable. De toute façon, vous pouvez pas demander à votre staff de bien s'occuper des éléphants si derrière, à la fin du mois, il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, nourrir sa famille. C'est pas possible, c'est forcément lié. Un staff qui est bien traité traite bien son éléphant et les touristes sont contents. On est vraiment sur un staff qui est 100% local, pas uniquement les cornacs, de différentes ethnies, de différentes ethnies, et on s'adapte à nous, on s'adapte à eux. Même la production de notre boutique de souvenirs est 100% locale. On a sur place un forgeron, une tisseur et un tisseur de bambou pour pouvoir vendre ce qui est produit sur place. Et bien sûr, le dernier aspect très important, c'est la protection de l'environnement. Il faut protéger la forêt. Ça ne sert à rien de sauver les éléphants, d'essayer de sauver les éléphants si vous ne sauvez pas l'environnement naturel. C'est génial et c'est ce qui m'a plu dans le projet quand je l'ai découvert là récemment, c'est vraiment cette approche globale qui prend tout, enfin pour moi en tout cas, qui prend tout en compte. Je ne vois pas de point qui n'est pas cité dans ce que tu as dit. Est-ce que, juste pour préciser, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce fonctionnement-là, ne connaissent pas forcément les éléphants, les cornacs qui s'occupent des éléphants, est-ce que tu peux expliquer cette relation qui les lie? Parce qu'en Occident, on n'a pas du tout la même vision de l'éléphant qu'il peut y avoir en Asie. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas du tout nous chez nous, qui n'existe pas. Là, on est sur des éléphants qui sont nés avec des humains, qui ont grandi avec des humains. Nous, on a la chance d'avoir des éléphants qui sont quasiment tous nés avec leur cornac, qui ont passé les 30, 20, 40 dernières années ensemble. Donc, ils se connaissent très, très bien. L'éléphant est le seul animal dans la culture laotienne qui a la même place qu'un humain. Donc, il fait vraiment partie de la famille. Il est extrêmement important. Bien sûr, à l'époque, il était utilisé pour travailler en forêt parce que c'était une époque où il n'y avait pas de route, pas de moyens de transport. Donc, l'éléphant était le seul moyen de développer, par exemple, le nord du pays. Aujourd'hui, les cornacs sont ravis qu'on leur offre une alternative. Nous, nos cornacs sont hyper contents de travailler aujourd'hui sur le parc en observant leurs éléphants. C'est une relation qui n'a pas changé parce qu'elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi spéciale. C'est vraiment difficilement descriptible. Mais bien sûr que le rapport à l'éléphant, pour eux, a changé.
Il n'y a plus besoin de se lever le matin pour aller travailler. Donc, c'est plus facile et plus agréable pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. On disait la dernière fois que c'était un petit peu, on pouvait comparer un peu le rapport des cornacs à l'éléphant à ce que nous, en France, on a par exemple aux personnes qui ont des chevaux, pour si on peut faire un petit parallèle, voilà, pour que les gens se rendent un petit peu compte de vraiment cette relation spéciale qu'il y a, les chevaux étaient aussi, nous, utilisés pour le transport, etc. Mais aujourd'hui, enfin, les personnes qui sont fans de chevaux d'équitation, elles ont vraiment une relation bien plus importante que ça. Et tout à fait. Hein. Et c'est vrai que l'éléphant est assez similaire au cheval sur pas mal de points. Moi, je connais rien aux chevaux, mais beaucoup de touristes qui viennent voient énormément de points communs, même dans le comportement. Ah ouais, super intéressant. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la réalité de la situation concernant les éléphants, alors au Laos ou en Asie en général, ce qui se passe pour eux? Alors, malheureusement, la réalité, elle est dramatique. Les éléphants d'Afrique, eux, ils sont sur liste rouge des espèces vulnérables. L'éléphant d'Asie, lui, il est sur liste rouge, mais des espèces en danger d'extinction. L'éléphant d'Asie est en train de disparaître. Donc, de manière générale, globale en Asie, la situation n'est pas bonne. Et elle est particulièrement mauvaise au Laos. Au Laos, il reste à peu près moins de 700 éléphants. C'est quand même le pays qu'on appelait le pays au million d'éléphants. Il va en rester à peu près 300 à l'état sauvage et 300 dans des parcs comme chez nous. Donc, moitié à peu près. Les deux, que ce soit l'éléphant sauvage ou l'éléphant qui sont nés avec les humains, sont en danger d'extinction, mais pas pour les mêmes raisons. Soit l'état sauvage sont en danger d'extinction, tout simplement la perte de l'habitat naturel et le braconnage. Bien évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec des conflits hommes-humains parce qu'il y a de moins en moins de forêts. Donc, bien sûr, les animaux se déplacent de plus en plus vers les villages. Et pour les éléphants nés avec les humains, le problème est différent. C'est tout simplement qu'on leur a jamais laissé la possibilité de vivre une vie d'éléphant. Donc, de se reproduire, donc de passer du temps avec du mâle, donc de pouvoir observer au sein d'une harde et donc d'apprendre. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des éléphants domestiques qui n'ont aucune idée de comment fonctionne la reproduction, qui n'ont jamais côtoyé de mâles et les femelles n'ont jamais côtoyé de mâles et les mâles n'ont jamais côtoyé de femelles. Donc c'est un double challenge aujourd'hui parce que si on veut avoir une chance que cet animal ne disparaisse pas, il va falloir se battre sur les deux fronts. C'est pour ça qu'aujourd'hui au parc, on a vraiment fait de la reproduction une priorité absolue. Parce que si rien n'est fait, c'est malheureusement un animal qui va disparaître d'ici quelques années du Laos. Donc c'est aussi ça notre projet, c'est de sensibiliser les gens à la protection des éléphants d'Asie. Ouais. Alors je précise parce qu'on en avait vaguement parlé, c'est vrai que l'aspect reproduction, c'est quelque chose qui peut être très décrié parce que nous, on a l'habitude des reproductions en zoo, des choses comme ça. Et on en avait discuté. Là, le but, c'est vraiment pas de faire naître des éléphants pour qu'ils restent en cage toute leur vie. Encore une fois, c'est un parc qui est totalement différent. Donc, c'est important aussi de se poser ces questions. Et je parle notamment aux auditeurs de pas toujours voir en tout noir ou en tout blanc. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous pouvez vous renseigner soit via le Mekong Elephant Park, soit par vous-même sur Internet. Mais voilà, c'est un point qui est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Tout à fait. C'est vrai que c'est jamais noir ou blanc. C'est exactement ça. Il y a autant de situations qu'il y a d'espèces animales et qu'il y a de lieux. Ça va vraiment dépendre du contexte. Aujourd'hui, à l'état sauvage, il n'y en a plus assez pour sauver l'espèce. Donc, ça va passer certainement, passer dans des parcs ici, qu'on espère qu'on va pouvoir réintroduire un jour à l'état sauvage. Bien sûr que c'est le but ultime de la conservation. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont amoureux des animaux et du voyage, tu aurais un conseil à leur donner sur justement les activités qu'ils vont faire quand ils vont voyager, quand ils vont faire du tourisme? Alors, de manière générale, pour moi, si vous voulez observer un animal, le mieux, c'est toujours d'aller là où il vit, dans son environnement naturel. Un éléphant, c'est pas un animal qu'on doit voir sur du ciment ou sur du béton. Voilà, on doit le voir dans la forêt et on doit le chercher. Choisir les lieux où il y a le moins de contact possible. Plus vous allez avoir un contact avec un animal, plus, en règle générale, il y a eu des abus derrière. Alors faire un selfie avec un tigre, c'est très joli pour la photo, mais non, on ne peut pas approcher un tigre sans qu'il y ait eu des conséquences et des abus sur cet animal derrière. C'est pas possible. Donc, c'est à toutes les échelles. Pareil, se baigner avec l'éléphant, ça peut paraître inoffensif. Un éléphant dans la nature ne se baigne pas avec des humains. Donc, il faut que ça reste un moment pour lui où il puisse jouer, se rouler dans l'eau. S'il n'a pas envie, ne pas se baigner tout simplement. Et bien sûr, il faut être un voyageur responsable. Ça veut dire il faut s'informer. Il faut chercher.
Aujourd'hui, je sais que c'est très, très dur d'avoir des informations fiables parce qu'on lit tout, principalement sur les éléphants. Mais voilà, nous, les gens qu'on a ici, en règle générale, ils ont fait des heures et des heures de recherche. Ils ont réussi à nous trouver par des blogs, par différentes retours, tuyaux, groupes d'information. Donc, je dirais que c'est vraiment s'informer, vraiment, qui est vraiment la clé également. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. On a, c'est totalement opaque, quoi, tout ce qui est milieu du tourisme animalier. Alors là, depuis 2 ans, je crois, en France, on a vraiment eu une prise de conscience enfin sur les cirques et ce genre de choses. Mais quand on va à l'étranger, c'est toujours compliqué. Enfin, le nombre de personnes qui vont faire du shark diving, qui vont aller dans les parcs animaliers pour prendre des selfies avec les animaux. Et même, moi, je me rappelle, j'étais allée en Alsace dans un parc donc avec une espèce de singe. Et quand on va sur le truc, on voit que on va juste à la rencontre des singes. Enfin, ça semblait un projet un peu dans la même lignée que le tien. Sauf qu'en fait, on arrive et ils nous donnent des poignées de, je sais plus, c'était du popcorn ou j'en sais rien. Et tous les singes, en fait, ils viennent et ils prennent du popcorn et on se dit non mais enfin. Et ils sont là à dire que c'est un discours comme quoi, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il y a plein de singes, ils en mangent pas beaucoup. Enfin, je sais pas quoi. Je dis mais c'est pas normal de nourrir des singes au popcorn si c'était dans son habitat naturel. Donc voilà, c'est très compliqué. Faut, je pense, comme tu dis, s'informer auprès des gens qui ont déjà vu des choses, etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast pourra aussi aider à faire connaître ce parc qui est, à mon avis, vraiment à voir pour ceux qui vont voyager en tout cas dans ce pays-là. Et ça permet d'avoir enfin un tourisme animalier qui soit responsable, qui permette quand même, c'est normal d'être curieux, de vouloir voir des animaux, surtout aussi majestueux que l'éléphant, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut aussi laisser leur liberté aux animaux et respecter un peu leur environnement, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, on a besoin de vous. Nous, on ne peut pas sauver ces éléphants de l'industrie du tourisme de masse ou du travail en forêt si on n'a pas un minimum de revenus derrière pour pouvoir, de un, les sauver, de deux, s'occuper d'eux derrière, payer le salaire des cornacs. Donc, c'est vrai que il faut réussir à trouver l'équilibre entre le respect de l'animal et le tourisme. C'est possible. Il faut juste chercher où le faire. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est comme pour tout ce qu'on consomme, entre guillemets, c'est le consommateur qui va faire que les choses vont changer. Donc, que ce soit la nourriture ou le tourisme, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qu'on critique, il ne faut juste pas aller l'acheter, en fait. Et à force de ne pas donner d'argent à ceux qui maltraitent les animaux ou qui font des pratiques un peu vraiment border, c'est parce que là, ils n'existeront plus. Moi, je me bats tous les ans, parce que j'habite près de Nice, et il y a un parc aquatique qui s'appelle Marineland, qui est très très connu nationalement, où c'est un parc aquatique avec des orques, des dauphins qui sont dans des bassins ridicules, enfin c'est n'importe quoi. Et tous les ans, j'ai beau quand il y a des gens qui me disent on va en vacances dans le sud, on va aller voir ce parc, je dis mais n'allez pas donner de l'argent à ces gens, enfin c'est pas possible, quoi. Donc j'espère qu'à force ça va bouger, mais c'est vrai que c'est nous les principaux acteurs et on peut pas attendre que les parcs d'eux-mêmes se disent tiens je gagne je sais pas combien de millions d'euros par an puis finalement je vais arrêter, quoi. C'est sûr que si on continue d'y aller, ça risque pas de se stopper. Non, tant que ça générera de l'argent pour eux, c'est évident qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais on en revient sur un point important. Un animal, ça s'observe dans son environnement naturel. Ouais. Pour moi, c'est vrai que c'est une des clés. Ça s'observe dans l'environnement naturel. Ouais. Je suis désolée pour tous les gens qui n'auront peut-être jamais la possibilité de quitter l'Europe et donc peut-être de voir un éléphant dans son environnement naturel. Mais malheureusement, c'est pas parce que on peut pas se déplacer qu'il va falloir déplacer tous les animaux à nous en France. Non, c'est à nous de nous déplacer à eux. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, je vous invite à écouter le 6e épisode d'Espérance que j'ai fait avec Mathieu Mouillet, qui lui est un voyageur qui avait fait le tour du monde à vélo et qui ensuite a fait le tour de France à pied et qui explique vraiment ça parce que lui, du coup, en France, il a observé des animaux français. Il est allé dans des forêts, il a croisé des biches, des cerfs et en fait, il explique que oui, c'est pas les mêmes animaux, mais en fait, on retrouve cette sensation du sauvage. Enfin, il l'explique beaucoup mieux que moi. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à l'écouter cet épisode parce que c'est vraiment une grosse prise de conscience là-dessus aussi. Écoute, Wendy, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer tout simplement? Venez nous voir. Si vous passez par le Laos, venez nous voir. On a bien sûr les plus beaux éléphants du monde, mais on a surtout une équipe géniale. On a vraiment une équipe qui est magique, qui est impliquée dans ce projet, qui vous fera découvrir la culture laotienne. Les cornacs sont nés dans la forêt. Ils sont capables de vous faire un repas en 10 minutes avec uniquement ce qu'ils trouvent dans la forêt. Donc, c'est vraiment, on a un lieu magique, on a un projet magique avec des gens magiques.
Donc, si vous passez par le Laos, venez nous voir. Ouais, bah je vous encourage aussi et je vous encourage à aller voir, ne serait-ce que par curiosité, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Sur Instagram notamment, il y a vraiment des chouettes stories, des chouettes posts où vous pouvez vous rendre compte et ça transpire en fait à travers les images qui sont postées de cette relation entre le cornac et l'éléphant, du bonheur, enfin les sourires sur les photos sont incroyables. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans la description, mais n'hésitez pas à y aller. Et Wendy, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment ravie de pouvoir aborder ces sujets-là sur le podcast, de pouvoir transmettre ces messages qui sont très importants et comme tu dis, qui sont pas encore assez visibles. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Ben, merci beaucoup Marion de nous donner de la visibilité, d'aborder ces sujets. Et si jamais tu as beaucoup de questions, des retours, hein, t'hésites pas, on pourra en faire une deuxième partie où on répond à toutes les questions. Je sais que c'est un sujet un petit peu voilà, dont les gens sont très curieux et ont du mal à se positionner. Donc, n'hésite pas s'il y a des questions derrière, j'y répondrai avec plaisir. C'est super, c'est une très bonne idée. Du coup, j'attends tous vos retours. Vous m'écrivez soit sur Instagram, soit sur YouTube, ce que vous voulez. Et puis, on fera une petite compile pour faire un autre enregistrement. Merci beaucoup, Andy. Et puis, au plaisir, j'espère de pouvoir venir te voir un jour là-bas. Eh ben, j'espère aussi. Très bonne journée, Marion.